Imaginez un peu ça, le CERN, le temple mondial de la physique des particules, l'endroit où on a découvert le boson des Higgs, qui se met à écrire de la science-fiction. Oui, oui, c'est cette histoire aussi surprenante que fascinante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi? Pourquoi une institution aussi sérieuse dédiée aux faits les plus purs et durs de notre univers se tourne soudain vers l'imaginaire? C'est exactement ce qu'on va tenter de décrypter. Voici le plan de match. On va commencer par regarder concrètement ce projet du CERN. Puis, on va creuser les concepts un peu plus théoriques derrière tout ça. On verra ensuite que c'est une tendance beaucoup plus large qu'on ne le pense, avant de conclure sur ce que ça signifie pour nous tous. Allez, c'est parti. Bon, tout commence avec un livre, une collection de nouvelles dont le but est simple, faire entrer en collision deux mondes qu'on croit souvent opposés, celui de la science et celui de la fiction. Le concept est super malin. Des auteurs et autrices de SF connus écrivent une histoire inspirée par les recherches menées au CERN. Et juste après chaque nouvelle, un physicien ou une physicienne de là-bas prend la plume pour expliquer les vrais concepts scientifiques qui se cachent derrière la fiction. C'est un véritable dialogue qui s'installe. Et voilà, tout est dit. C'est le cœur même du projet. Les éditeurs nous le disent cash. La science, ce n'est pas juste une série d'équations froides. C'est une narration, une manière de raconter l'histoire de l'univers. Et la fiction, eh bien c'est juste une autre façon d'explorer cette même histoire. Tenez un exemple pour que ce soit plus clair. L'auteur Steven Moffat imagine un scientifique qui découvre que l'univers a une sorte de système immunitaire. Et ce système, il efface purement et simplement de la réalité les gens qui posent un peu trop de questions dérangeantes. C'est une idée complètement vertigineuse, non ? Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que cette fiction s'inspire d'une réalité scientifique qui est tout aussi folle. Le docteur Peter Long explique dans sa postface que, oui, d'après la mécanique quantique, le simple fait d'observer quelque chose peut changer la réalité et peut-être même influencer le passé. D'un coup, la fiction paraît beaucoup moins fictive. Ok, maintenant qu'on a vu ce que le CERN a fait, demandons-nous pourquoi. Une des réponses se cache derrière ce concept un peu étrange, le mythe rationnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, un mythe rationnel? En fait, c'est tout simple. C'est l'histoire fondatrice qu'une organisation se raconte à elle-même pour donner du sens à son travail. Ce n'est pas un mensonge, attention, c'est plutôt le grand récit qui unit tout le monde et donne une direction commune. Du coup, en créant ces récits, le CERN fait bien plus que de la simple communication. Il construit sa propre culture. Il donne à ses milliers de chercheurs des histoires communes pour réfléchir aux grandes questions qui les animent, ajoutant presque une touche de spiritualité à cette quête de connaissance. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une raison très pratique derrière cette initiative. Le CERN se sert de la science-fiction comme d'un véritable outil de travail, une technique qui porte un nom, le prototypage par la science-fiction. Le SFP, ça vient de chez Intel à l'origine. L'idée est géniale. Avant de construire une nouvelle technologie, on écrit une histoire à son sujet. Ça permet d'imaginer à l'avance ses impacts sur la société, les problèmes éthiques que ça pourrait poser, les usages auxquels personne n'avait pensé. Bref, c'est une façon de tester le futur avant qu'il n'arrive. Et voilà comment le CERN a appliqué cette méthode. Ce n'est pas juste un échange de mails, c'est un processus bien huilé. D'abord, les scientifiques pitchent leurs idées les plus folles. Ensuite, les auteurs viennent sur place en immersion totale. Après, ils créent leurs histoires. Et enfin, les scientifiques bouclent la boucle en reliant tout ça à la science réelle. C'est une vraie collab. Maintenant, prenons un peu de hauteur, parce que le CERN n'est pas du tout un cas isolé. On assiste en fait à l'émergence d'un phénomène beaucoup plus large, un genre à part entière. On appelle ça la science-fiction institutionnelle. Le point qui change tout, c'est que ce ne sont plus seulement des artistes dans leur coin qui imaginent le futur. Non, maintenant, ce sont les institutions elles-mêmes, les armées, les multinationales, les gouvernements, qui deviennent les auteurs de ces récits. Et la liste est assez impressionnante, voire un peu flippante. On y trouve les armées, qui veulent imaginer les conflits de demain, des universités, des think tanks, des géants de la tech. Tout le monde s'y met. C'est un outil stratégique qui se répand à une vitesse folle. Cette tendance est peut-être une façon de répondre à un très vieux débat, celui des deux cultures. D'un côté, la science, avec ses données, sa logique. De l'autre, les sciences humaines, avec le sens, les valeurs. La science-fiction institutionnelle, elle, tente de jeter un pont entre ces deux mondes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien n'a rien de nouveau. La SF a toujours nourri l'imaginaire des scientifiques. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, cette influence n'est plus implicite. Elle est revendiquée, organisée, elle est devenue une méthode de travail. Bon, pour conclure, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à tout ça? Quel est l'enjeu derrière ces histoires écrites, non plus par des artistes, mais par des institutions? On en revient à l'idée de départ. Si la science est, au fond, l'art de raconter des histoires pour expliquer le monde, alors le fait que des institutions scientifiques se tournent vers la fiction, c'est finalement assez logique. C'est juste le prolongement de leur mission. Et ça a des bénéfices très concrets. Pensez aux futurs collisionneurs de particules du CERN.
c'est un projet qui va coûter des milliards, avec un impact écologique qui fait débat. Eh bien, pour un projet d'une telle ampleur, raconter une histoire inspirante, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour expliquer les enjeux, aborder les questions éthiques et au final obtenir l'adhésion de tout le monde. Et on va terminer sur cette question qui est sans doute la plus importante. Si les organisations qui construisent activement notre futur sont aussi celles qui en écrivent les histoires, ça pose une question fondamentale de pouvoir. Qui contrôle le récit de l'avenir? Qui a le droit de tenir la plume? C'est une pensée qui, je crois, mérite de rester en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse.